les architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. À 250 km de Téhéran, la ville de Kashan est cernée par un paysage désertique. Le jardin de Fine, au sud de la cité, est une oasis, un mirage d'eau et de verdure. Fine est le plus ancien jardin persan encore existant. Son plan a servi de modèle pour la création de nombreux espaces paysagers dans le monde musulman. En 2012, ce trésor de l'histoire iranienne a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Gitioma Irani Bebani est vice-présidente du comité sur le paysage culturel au Moyen-Orient pour l'UNESCO et enseigne l'architecture du paysage à l'université de Téhéran. Giti, à Bagué-Fine, l'eau, elle est partout. Pourtant, elle n'est jamais agitée. Et surtout, dans ce jardin, l'eau ne fabrique jamais un obstacle. Elle est ouverte à tous, elle est très accueillante, très bienveillante. On peut tremper ses pieds dedans, on peut s'amuser dedans. Oui, l'eau est partout. Elle ne sert pas seulement de décoration, mais on peut la toucher, jouer avec, profiter de sa fraîcheur et entendre sa musique. On est libre d'en faire ce que l'on veut. On peut marcher à côté des canaux pour écouter le ruissellement de l'eau ou sauter par-dessus. C'est pourquoi on dit que l'eau nous accompagne partout dans le jardin de Fine. Le jardin de Fine est très fréquenté et ses allées ombragées et quadrillées par des rigoles offrent un havre de fraîcheur qui attire les visiteurs. Tu vois, Jean-Philippe, encore de l'eau. De l'eau dans un bassin avec une forme géométrique parfaite. Un bassin avec 12 jets d'eau qui, à l'époque et même encore aujourd'hui, représentent les 12 imams du chiisme. Dans cette branche de l'islam, ce symbole est très important. Et Giti, est-ce que c'est l'eau qui détermine la forme du jardin? Oui, l'eau détermine la forme géométrique du jardin, sa taille et ses dimensions. Elle apporte aussi beaucoup de fraîcheur. Tu as vu que le jardin est entouré d'un mur d'enceinte. On a voulu déterminer la surface que l'on pouvait irriguer dans cette région aride. Les dimensions du jardin sont donc limitées par la quantité d'eau que l'on peut y apporter. Les Safavides, une dynastie d'origine turque, règnent sur l'Iran entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle. Ils vont définir le chiisme comme religion officielle du pays. Le Shah Abbas Ier ordonne la construction du jardin de Fine en 1587 autour de sa résidence. Il le veut à l'image des jardins décrits dans le Coran, une allégorie du paradis. Le livre sacré de l'islam évoque notamment les 4 ruisseaux d'eau, de lait, de vin et de miel, à l'instar de ceux qui découpent aujourd'hui le jardin de Fine en 4 rectangles distincts. Giti, la dynastie des Safavides, qui est à l'origine de la construction de ce jardin, du dessin de ce jardin, avait une vision tout à fait particulière du monde. À l'époque safavide et surtout sous le Shah Abbas, le roi réunit les penseurs, les philosophes, les grands savants de l'islam. C'est la création de l'école d'Ispahan.
Une des questions qui occupe le plus ces savants, c'est de savoir comment maintenir le lien entre le monde matériel et le monde céleste. Selon cette philosophie, on pense que le jardin est l'un des moyens d'établir ce lien. Du coup, est-ce qu'on peut dire finalement que cette géométrie extraordinaire, qui est presque un archétype ici à Baguéfine du jardin persan, est-ce qu'on peut dire que cette géométrie, elle est révélatrice de ce rapport entre le divin, entre le ciel, et la domestication du paysage et de la nature? Je pense qu'il faut préciser une chose. Tu as parlé de domestiquer la nature. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse vraiment de domestiquer une nature sauvage, puisqu'ici, il n'y avait pas réellement d'arbres. La nature était dissimulée. Et c'est l'homme qui, grâce au jardin, a révélé le potentiel secret de la nature. Mais comme tu l'as dit, l'archétype du jardin iranien a une forme géométrique. C'est d'ailleurs surtout sous cet aspect que les chercheurs aujourd'hui s'intéressent au jardin iranien. Et ceux qui ont une approche mystique et religieuse du jardin perse font le lien entre la géométrie du jardin et le paradis céleste, que les prophètes de toutes les religions ont promis à leurs fidèles. Mais pour moi, le Shah Abbas lui-même voulait évidemment vivre dans un jardin qui soit un paradis. Les 2 hectares du jardin sont entourés de remparts. Il est composé d'un pavillon central construit à la croisée de 2 axes principaux. Un axe supplémentaire au sud-ouest du jardin vient célébrer la présence de la source de Soleimani. Des canaux d'irrigation et d'agrément, des bassins et des cascades accompagnent les axes et les principales allées. L'eau entoure l'intégralité du jardin et découpe fine en une multitude de petites parcelles, bordées aujourd'hui encore par des cyprès vieux de plusieurs siècles. Hamid Reza Djeyani est maître de conférence à l'université de Kashan. Nous profitons ensemble du point de vue sur le jardin depuis le haut des remparts. Alors on est à quelques mètres au-dessus du jardin de Fine, dans une des tourelles qui participe en fait à l'ensemble de l'enceinte qui cerne le jardin. Quelle est l'utilité de cette enceinte? En Iran, nous disons que ces jardins sont des jardins forteresses. Le jardin lui-même n'était pas construit à l'intérieur d'une ville, mais c'était un jardin royal. Il fallait donc absolument le protéger. Ces remparts et ces tours avaient aussi, en plus de leur rôle de protection, un rôle symbolique. Le jardin de Fine se situe au centre et au cœur d'un ensemble de jardins et de vergers qui sont en quelque sorte placés sous sa protection. Et alors il y a un matériau qui recouvre l'ensemble des remparts de Baguéfine. C'est cette sorte de pisé ou de torchis qui capte la lumière. Est-ce que c'est une technique traditionnelle en Iran? Les remparts du jardin sont faits de briques crues et de boue. C'est le matériau qu'on utilisait en Iran pour toutes les grandes constructions. Elles sont recouvertes d'un mélange de boue et de paille, car l'argile était la matière première disponible en grande quantité. Dans le jardin de Fine, nous avons plusieurs couleurs dominantes. La couleur crème des remparts et des briques des bâtiments, le vert foncé et le brun foncé des cyprès, et la couleur turquoise des canaux. C'est un mélange des couleurs traditionnelles iraniennes. Hamid Reza, il y a un contraste saisissant entre l'aridité des montagnes des Carcasses en face de nous et puis l'aspect verdoyant d'un des plus vieux jardins d'Iran qui est celui de Fine. Le jardin de Fine est situé dans une plaine irriguée au pied de la montagne de Carcasse. Même si nous avons retrouvé d'anciennes traces de présence humaine dans les régions situées plus en altitude, il semble que les populations se sont déplacées des vallées vers les plaines à un moment donné.
Il a alors été nécessaire de développer une technologie permettant d'acheminer l'eau depuis les hauteurs jusque dans la plaine. Cette eau a rendu possible la vie dans cette zone et ensuite le jardin de Finn a été construit. Il a été implanté à l'endroit où arrive cette eau, depuis la montagne. Donc on peut presque dire que ce jardin est construit sur une source. Alors est-ce que c'est un hasard si le jardin ancestral de Finn se retrouve à équidistance entre la capitale économique et politique qui est Téhéran et la capitale historique et culturelle qui est Ispahan? Une ancienne route reliait la capitale de l'époque, Ispahan, à Téhéran, la capitale actuelle, située plus au nord. Cette route passait par Kashan, et donc le jardin de Finn se trouvait sur un chemin que les rois d'Iran empruntaient régulièrement. Kashan s'est encore plus développé, et le jardin de Finn a profité de cette prospérité. L'aridité de cette zone laisse peu de chance à la végétation, et l'oasis du jardin de Finn est un des rares lieux verdoyants sur ce territoire. L'autre atout pour la prospérité de la région de Kashan, lié lui aussi à l'ingéniosité du système hydraulique, est la production de roses. Ainsi, le village de Barzouk est l'un des plus connus d'Iran pour sa production de Rosa damaskena, ou rose de Damas, qui pousse en Iran depuis toujours. Dès l'aurore et alors que la saison de la récolte bat son plein, Mehdi Sharifi, agriculteur et distillateur, vient cueillir la rose de Damas, célébrée dans le monde entier pour la densité de son parfum. Mehdi, la culture de la rose dans la région, c'est une tradition qui est très très forte et qu'on ne retrouve pas partout en Iran. On dit que cette rose a au moins 150 ou 170 ans. On la trouve surtout dans les environs de Kashan. Mais comme c'est une fleur exceptionnelle, on la cultive également ailleurs. Et maintenant, on en trouve dans d'autres régions. Mais l'origine de la rose de Damas, c'est ici, à Barzouk. Alors Mehdi, à quel stade de floraison vous ramassez les roses ici? Je viens à 4 heures du matin dans le champ de fleurs. Quand le soleil commence à frapper, les bourgeons s'ouvrent. On commence alors à les cueillir. Il ne faut pas qu'on cueille les petits bourgeons. On les laisse pour demain matin. Quand ils auront pris de nouveau un peu plus de soleil, ils s'ouvriront et on pourra commencer à les cueillir. La saison des fleurs, c'est de la mi-avril à la mi-juin. En fait, pour chaque région, il y a une saison. Donc ici, comme c'est un climat froid, les bourgeons éclosent plus tard que dans les régions plus chaudes. On sélectionne cette rose essentiellement pour son odeur qui est très dense, qui est très forte, très parfumée. Cette fleur est la meilleure des roses de Damas. C'est celle qui pousse à Barzouk. C'est son parfum qui en fait la meilleure fleur. Même comparée aux roses de ville, de Kashan, de Gamsar ou Niassar, c'est toujours la rose de Barzouk qui est la plus réputée car elle a un parfum supérieur. Donc ça, c'est 3 arbrisseaux, c'est énorme. Que deviennent les roses une fois que tu les as ramassées? On apporte les fleurs qu'on a cueillies à l'atelier et on les met dans des alambics puis on chauffe. La chaleur intense crée une vapeur qui monte et pénètre les fleurs. Cela fait de l'eau de rose, la fameuse eau de rose de Damas. L'eau de rose produite est utilisée surtout pour faire des gâteaux, des glaces. Parfois, on vient acheter de l'eau de rose de Barzouk pour laver la Kaaba, le bâtiment sacré de la Mecque, en Arabie Saoudite. Les gens l'utilisent aussi pour faire des confitures. Elles l'utilisent parce que ça donne un très bon parfum. Mehdi, on est dans une région qui est très aride. Comment vous irriguez les champs de rosiers? Ici, nous avons des canaux souterrains, parce que parfois nous manquons d'eau. Alors les canates nous apportent l'eau qu'on stocke dans des bassins, puis avec cette eau des bassins, on irrigue les champs. La règle, c'est d'arroser les fleurs tous les 12 jours.
Mais pendant la période de la cueillette qui dure un mois, on augmente la fréquence à tous les 4 jours. C'est la règle. Un système ancestral très ingénieux de canalisation souterraine, les kanates, alimente le jardin de Fines depuis les montagnes de Carcasse. La source de Soleimaniye, découverte il y a 7000 ans, débouche à 50 mètres à l'extérieur des remparts du jardin. Amir Seyed Hossein Moussavi est le conservateur du musée de Fines. Monsieur Moussavi, quand on arrive ici, on a vraiment l'impression d'accéder à un sanctuaire. On est complètement seul, dans un grand silence, seul avec la pierre, avec la brique, seul avec une eau extrêmement pure, seul avec les plantes qui profitent de l'absence du public pour pouvoir pousser, comme les figuiers ou les capriers. Quelle est l'utilité de ce site? L'eau est acheminée jusqu'ici par un réseau de kanates, des canaux souterrains. Elle pénètre dans ce bassin octogonal, puis d'ici, va vers la station de distribution. Quand l'eau arrive en surface, elle est sous pression. Mais comme le bassin est octogonal, et l'entrée du bassin est large, les angles font que l'eau se calme. En sortant, l'eau se partage en 3. 2 tiers pour les vergers et 1 tiers pour les champs et le jardin de Fines. L'eau que vous voyez est claire et pure. Elle est riche en minéraux. Il y a des tortues, des serpents d'eau et des poissons comme des truites et des crabes plus ou moins gros. Après ce bassin, l'eau s'écoule sur 8 km. Elle va irriguer les vergers et les champs. Et les gens peuvent s'en servir au quotidien. Si cette région est si verdoyante, c'est grâce à cette source de Soleimaniye. Comme vous l'avez vu à la source de Soleimaniye, où l'eau sort du kanat, il n'y a aucun espace vert. En revanche, ici, nous avons de la verdure. Il y a des arbres comme des mûriers, des saules pleureurs, des fleurs, comme là, un chèvrefeuille. Et dans le jardin, il y a des platanes et des cyprès. Ici, nous sommes dans le café de Baghefine, où les gens peuvent venir se détendre. Nous avons la partie pour la distribution de l'eau qui est séparée en 3 canaux qui mènent au bassin de Djouch, au bassin Safavid et au bassin Kadjar. Grâce à cette eau, nous avons ici dans le jardin un climat agréable pour les visiteurs. Et Monsieur Moussavi, on est face à une véritable prouesse. Le jardin est parfaitement plat, en tout cas il a la forme d'un plateau. L'eau devrait être statique puisqu'on ne voit pas de pente. Et pourtant, l'eau elle est toujours vive. Comment cela est possible? Ici, il y a seulement 1 centimètre d'eau dans le canal. On retrouve ce centimètre tout au long du parcours. En utilisant des outils assez rudimentaires comme un simple fil, l'architecte qui a travaillé sur ce jardin a été tellement précis qu'on ne peut pas déceler la pente à l'œil nu. On a vraiment l'impression que c'est parfaitement plat, qu'il n'y a aucun dénivelé. En ce qui concerne les fontaines, le jaillissement des jets d'eau se produit uniquement grâce à la différence de niveau de l'eau. C'est un chef-d'œuvre de l'architecte Ghiasoddin Jamshid Kashani. Et aujourd'hui encore, ces fontaines fonctionnent sans pompe et sans électricité. Alors il faut prendre la mesure de ce qu'on a sous les yeux. On a un système hydraulique qui date de près de 7000 ans, un jardin qui a plus de 4 siècles et demi. Le système fonctionne encore entre la montagne et le jardin. Comment se fait-il que tout ça ait pu résister au temps ? Les gens de Kashan, à cause du climat sec et chaud de cette région désertique,
ont toujours ressenti le besoin d'un tel endroit frais et agréable. Pour les Iraniens, un jardin était un endroit avec des arbres fruitiers qui donnaient des fruits dont on se nourrissait. Et on utilisait aussi l'espace et la verdure comme lieu de détente et de loisirs. Donc, un jardin, c'était à la fois un lieu de détente et de fraîcheur, mais aussi une source de nourriture et de revenus grâce à ses fruits. Finn est un des derniers jardins au monde où le système des cannates permet encore d'acheminer l'eau depuis la montagne jusqu'au cœur du jardin grâce à une déclivité extrêmement faible des canalisations. Si vous regardez aussi l'architecture des pavillons safavides et Kadjar, vous voyez qu'ils sont ouverts des quatre côtés pour laisser entrer l'air. Les gens de Kashan les appellent aussi maisons à bassin. L'eau apporte la fraîcheur essentielle dans un endroit aussi chaud. Le jardin de Finn est une source de plaisir pour les gens. Vous voyez le monde qui est là. On vient de toute la planète pour le voir, que ce soit pour son architecture, la beauté de ses arbres, ou ses canaux et ses bassins. Au fil des siècles, la structure du jardin évolue au rythme des dynasties et des événements qui jalonnent l'histoire de l'Iran. Somaye Farhadi est la directrice du jardin de Finn. Après le règne de Shah Abbas Ier, les rois safavides qui lui ont succédé ont poursuivi son œuvre. Le jardin fut très prospère. Malheureusement, à cause de 2 tremblements de terre qui ont eu lieu par la suite, les pavillons ont été très endommagés. Mais au début du XIXe siècle, le roi Fath Ali Shah, de la dynastie des Kadjar, appréciait beaucoup cette ville et ce jardin. C'est lui qui a reconstruit et restauré les bâtiments tels que vous les voyez aujourd'hui. Hélas, après les Kadjar, il y a eu une période de désintérêt entraînant beaucoup de dégâts et de destruction, jusqu'à ce qu'on prenne enfin conscience de ce patrimoine historique et qu'il soit inscrit sur la liste des monuments nationaux en 1935. Finalement, c'est extrêmement tôt, si on le compare à l'Europe en tout cas. Pourquoi ici plus tôt qu'ailleurs ? Depuis près de 100 ans, on peut dire que les Iraniens ont pris conscience de l'intérêt de préserver leur jardin. C'est le climat sec et chaud de l'Iran qui pousse les gens à venir se mettre à l'abri dans ces jardins, pour voir de l'eau et de la verdure, 2 choses qu'ils aiment tout particulièrement. Alors aujourd'hui, on peut lire sans problème la géométrie du jardin de Baghefin. Quels sont les éléments qui ont le mieux survécu à cette histoire ? C'est le système d'irrigation, bien sûr. Et de manière générale, la circulation de l'eau dans le jardin de Finn. Il y a aussi les arbres. Ceux que vous pouvez voir là-bas sont des cyprès qui restent verts toute l'année. Certains ont plus de 460 ans. Ils sont aussi vieux que le jardin lui-même. Giti, pourquoi ce jardin est important ? Et toi, quel est ton souhait pour l'avenir de ce jardin ? À de nombreuses reprises dans l'histoire, ce jardin a été endommagé, soit lors de tremblements de terre, soit lors de guerres. Mais c'est un jardin historique qui a toujours résisté parce que la source de l'eau est sur place. Moi, je souhaite vraiment que tous mes compatriotes comprennent un jour que ce jardin est un monument historique
Aujourd'hui, pour certains d'entre eux, ce n'est qu'un bel espace vert. Mais ce jardin existe depuis 400 ans. Il est unique. C'est un modèle toujours vivant. Un jardin qui a traversé le temps et ses épreuves pour arriver jusqu'à nous, aujourd'hui.